hello! Bienvenue dans votre émission Instant H. Bienvenue à toutes et à tous. Mes salutations à toutes les personnes déjà connectées. Je vous invite vraiment à vous connecter, à partager l'émission, à partager autour de vous, à partager dans des groupes, à partager sur votre mur. Je vois qu'il y a déjà des personnes connectées. Bonjour, bonjour à toutes les personnes déjà connectées. Je vous invite vraiment à nous saluer, comme on le fait chaque mardi, nous dire d'où vous venez. C'est le moment des dédicaces. Donc dites-nous qui vous êtes, d'où vous êtes, qu'on puisse vous saluer et qu'après je puisse vous présenter les invités et qu'on démarre cette thématique. Bonjour, bonjour, je vois que vous commencez à vous connecter. S'il vous plaît, partagez l'émission. Réagissons ensemble. Signalez à vos amis dans des groupes, en inbox, sur WhatsApp que l'émission a démarré. Je vais en faire de même le temps de la chanson. Surtout, ne vous déconnectez pas. Je vois qu'une personne est partie. Au contraire, connectez-vous. Voilà, comme ça. Je vais partager, si vous le permettez, afin que tous les auditeurs et auditrices soient au rendez-vous. J'invite aussi mes invités qui sont en interne à se connecter, à partager. Partagez l'émission. Nous allons démarrer cette thématique, les dangers de la haine raciale. Bonsoir à toutes et à tous. Qui est déjà connecté? Je vois des cœurs. Saluons-nous. D'où venez-vous? Quel pays? Quelle ville? C'est le moment des dédicaces. J'aime bien vous dédicacer, chers auditeurs, auditrices. Qui est déjà connecté? D'où venez-vous? Saluons-nous. J'ai besoin de savoir qui est connecté. Juste un bonjour, votre nom, ça apparaîtra. J'espère que vous allez bien. Je vois vos cœurs, je vois vos likes, mais je ne vois pas les noms. D'où venez-vous? De quel pays? Permettez que je puisse partager encore 2 minutes et puis on va lancer la thématique. Bonjour Jonathan Curé, bonjour de Paris. Merci beaucoup pour ton soutien, ça fait plaisir Jonathan. Voilà, Jonathan s'est présenté. Et vous? Saluons-nous, saluez-vous. J'invite vraiment tout le monde à partager, même ne serait-ce qu'un partage. Si toute personne partageait, ne serait-ce qu'une fois. Bonjour Kamal Idriss, bonsoir, d'où venez-vous? Allez, encore 1 minute, s'il vous plaît, un petit partage. D'où venez-vous? Saluons-nous, des cœurs, des likes, des émoticônes. On va démarrer notre thématique. Bonjour, bonjour. Mais si vous ne me mettez pas d'où vous venez, des cœurs, des likes, des émoticônes, qui est déjà connecté? Saluons-nous comme nous savons si bien le faire dans cette émission. Nous allons démarrer notre thématique là. Allez, on va démarrer avec les présents. Voilà, nous sommes présents aujourd'hui dans notre émission Instant H. Je suis l'animatrice Miss Huguette. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver chaque mardi à partir de 21h30. Bonsoir Barak Ngomo. Bonsoir le papa des Miss et des Misters. Voilà, nous nous retrouvons chaque mardi avec des nouvelles thématiques de sujets d'actualité, de faits divers, de société. Et aujourd'hui, voilà, nous abordons la thématique du racisme,
dont le thème est les dangers de la haine raciale. Je ne suis pas seule, je vais dès à présent, sans plus tarder, vous présenter mes invités de ce soir. Vous les avez vus sur l'affiche. Voilà, je vais vous les présenter un par un. Alors, je vous présente déjà Monsieur Abel Boyi. Bonsoir, Monsieur Abel. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Je sais que tu as de nombreuses casquettes. Ça permettra à mon public, les auditeurs, de mieux te connaître. Alors, je suis Abel Boyi, 38 ans, marié père de 4 enfants. Je suis président d'une association qui s'appelle FR, les Forces républicaines, et qui a pour slogan Tous uniques, tous unis. Nous travaillons sur les questions inhérentes aux problématiques de la jeunesse des quartiers prioritaires, la condition de la femme et la situation du handicap à travers le prisme de la lutte pour une citoyenneté française équilibrée et juste pour tous. Très, très bien. Je sais que tu es aussi auteur d'un livre. Oui, bien sûr. Mon dernier ouvrage, Qu'est-ce qu'être français, est sorti en février 2020, donc juste avant la période de confinement, qui est édité aux éditions FR et distribué par Publishing Factory. Donc c'est un ouvrage dont je pense qu'on pourra dire quelques mots au cours de l'émission. Tout à fait. Je pense que ça rentre pleinement dans la thématique. Je continue à saluer aussi en même temps nos auditeurs qui nous font l'honneur aussi de prendre ce temps d'être avec nous pour participer à cette thématique. Comme j'aime le dire, nous ne sommes pas seuls à faire l'émission, ils en font pleinement partie. Je salue Monsieur Fabrice Trifaz de la société Trifaz Protection qui est toujours au rendez-vous. Merci beaucoup pour votre soutien. Donc Barack aussi qui est là, le papa des Miss et des Misters RDC. J'ose croire qu'avec ce déconfinement, il a repris ses activités. Alors Mive Lagrande Royale qui nous vient du Canada, qui nous fait l'honneur voilà, de participer aussi avec nous ce soir. Bonsoir Mive. Bonsoir Miss Huguette. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Très très bien. Ouais, ça va. Merci pour l'invitation. Salutations à tous nos auditeurs et à tous nos spectateurs. Merci. Alors, c'est pas la première fois que tu nous fais l'honneur d'être sur mon plateau. C'est vrai que la dernière fois, tu étais plus passé sur une autre casquette, voilà, en qualité de parent. Maintenant, on voudrait vraiment connaître tes activités parce que je pense qu'elles collent avec la thématique de ce soir. Ouais, merci Miss Huguette. Je suis journaliste d'investigation, productrice des émissions sur notre chaîne YouTube MIV Groupe Le Rocher, qui est une chaîne de conscientisation, d'éducation et de sensibilisation. Et nous également, je suis artiste musicienne engagée. Je suis également dépositaire de la marque de vêtements MIV. Et puis, je suis aussi initiatrice du projet Fonds des Patriotes Africains, qui est un projet d'investissement où nous, les Africains, nous allons devenir un lobby africain, nous allons devenir une force nous-mêmes, une force financière. Nous allons être en mesure de financer nos propres projets et de constituer nous-mêmes un fonds monétaire africain pour que nous arrêtions de dépendre du Fonds monétaire international, des banques comme la Banque mondiale ou des banques de développement, pour que nous soyons une fierté collective. Donc, c'est une invitation en même temps que je profite pour lancer à tous les panélistes que je vois qui ont des profils très, très, très intéressants pour le nord de l'Afrique. Mais aussi, on prendra le temps vraiment d'approfondir cette thématique. On prendra le temps. Merci beaucoup, Mive Lagrande, pour cette présentation. Et je donne la parole aussi à notre troisième panéliste, qui est Monsieur Félix Bankunda Pélé. Bonsoir, Monsieur Félix. Vous allez bien? Bonsoir, Huguette. Je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Très, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Et puis moi, je ferai après la conclusion de cette présentation. Eh bien, comme je venais de le dire, je m'appelle Félix Bankunda Pélé. Je suis universitaire de métier et ma formation, c'est le droit, la science politique. Mais plus spécialement, au-delà, disons, des écrits de façon générale, je suis content de me rendre compte que nous avons à peu près tous, et surtout avec MIV, la même préoccupation, c'est aider l'Afrique à sortir de l'ornière. Porte essentiellement sur les institutions africaines,
de telle sorte que l'Afrique puisse mettre en œuvre les institutions qui lui permettront effectivement de sortir la situation qui fait la honte l'Afrique. Parce que de façon générale, quand on parle du continent, c'est les dictateurs, c'est la misère, tout cela. Alors, comment faire de telle sorte que les juristes, les politistes ou les politologues, comme les appellent certains, puissent aider effectivement, disons, à mettre sur pied dans les pays africains les institutions qui leur permettront d'effacer cette mauvaise image-là, qui est une image honteuse, gênante, et qui ne nous permet que de nous sous-développer. Voilà à peu près donc ce que je suis et ce dont je m'occupe. Et c'est un honneur à cette émission. Je le précise, Miss Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet honneur. Donc, au-delà de tout ce que M. Félix Bakunda vous a aussi dit, de par ses nombreuses casquettes et expériences, je lui ai demandé de pouvoir m'accompagner tout au long de cette thématique afin en fait de coordonner, de modérer cette émission au mieux pour voilà la bonne compréhension et l'avancement dans cette thématique. C'est toujours possible, M. Félix? C'est bon et je suis prêt. Alors, il y a peut-être quand même que je dois préciser parce que justement, ça tombe bien. Pendant longtemps, j'ai donc été conseiller, disons, du président SOS Racisme du département où je suis, qui est donc la Haute-Vienne. Et donc, je connais assez bien les problèmes qui se posent au niveau, disons, de cette question, qui est une question fondamentale dans la cohabitation des Africains notamment et, disons, des Français dits de souche. Donc, je suis bien dans mes bottes, je serais tenté de dire. Raison vraiment pour laquelle j'ai voulu que vous soyez à notre côté, ainsi que Monsieur Abel et Madame Mive. Voilà, avant de démarrer vraiment cette introduction avec ces intervenants vraiment qui sont vraiment, c'était ceux qu'il fallait pour ce soir. Je tiens aussi à saluer Monsieur Lucien du Cameroun, en direct du Cameroun, un partenaire vraiment très, très performant que je recommande. Monsieur Darcy Capia-David, qui est celui qui nous fait les belles affiches, le co-visionnaire de l'émission. Et Sandrine Samba, Madame Sandrine Samba, qui est la cofondatrice de En route vers le mariage, une plateforme qui accompagne vraiment toutes les personnes qui recherchent des partenaires, des prestataires pour organiser mieux leur mariage. Vraiment, merci Sandrine Samba de cet honneur que tu nous fais d'être en direct du Canada aussi ce soir avec ce décalage horaire. Un grand merci à vous toutes et tous ceux qui vous connectez. N'hésitez surtout pas à nous saluer et puis nous vous saluerons tout au long de l'émission. Donc, on va démarrer cette thématique donc avec Instant H, les dangers de la haine raciale. Donc, on ne peut pas l'éviter, hein. On a tous vu tout ce qui s'est passé. Nous sortons du déconfinement, nous sortons d'un confinement, nous allons sur ce déconfinement. Mais voilà, il y a eu des tensions, il y a eu des choses qui se sont passées. On ne peut pas ne pas en parler. Et toutes ces choses ont réveillé aussi des douleurs, toutes ces choses ont réveillé des choses. Je voudrais quand même nous donner un petit extrait d'un message que Nelson Mandela avait passé. Personne n'est né avec de la haine envers l'autre du fait de la couleur de sa peau ou de son origine ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à se haïr et s'ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent apprendre à aimer, car l'amour jaillit plus naturellement du cœur humain que son opposé. Voilà, c'était Nelson Mandela qui traçait ainsi sa vision de l'humanité, une espérance qu'il offrait en fait pour nous, pour aujourd'hui. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui? Avant de parler d'aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne quand même aussi sur le passé. Donc, comme je l'ai dit en introduction, on ne peut pas passer sans évoquer le meurtre de George Floyd aux États-Unis. On en reparlera tout au long de l'émission, d'où pourquoi j'ai fait appel aussi à Madame Mive qui est sur le continent américain parce que c'est de là-bas où tout a éclaté, explosé et ça en a découlé dans divers pays. Ça a ravivé des tensions, des douleurs, dont en France. Il y a eu aussi une mort qu'on rappelle, l'étouffement d'Adama Traoré, etc., etc. Donc, beaucoup de manifestations, beaucoup de marches, que ce soit en France, aux États-Unis, en Belgique. Et nous voudrions, voilà, savoir où on en est avec cette montée d'injustice, de bavure, cet apprentissage de la haine de l'autre qui se trouve vraiment partout. Comment on peut mieux vivre ensemble
Donc, voilà, moi, je ne suis pas seule. J'ai mes intervenants de qualité ce soir qui nous en diront plus. Et avant de parler d'actualité présente, je pense qu'il serait important de revenir quand même un peu sur le passé pour en reparler. Et puis ensuite, parler d'actualité présente pour nous projeter vers le futur. Donc, pour commencer, je vais m'adresser, allez, honneur aux femmes, Madame Mive. Mive, peux-tu, voilà, beaucoup m'ont posé cette question et je la pose aussi à nos auditeurs et à nos auditrices. Hein. La première question que tout le monde se pose, qu'est-ce que le racisme? Je pense que chacun a sa définition. Je demanderai aux auditeurs aussi de me mettre leur définition du racisme que je mettrai voilà, en direct. Mive, peux-tu nous donner ta définition du racisme, s'il te plaît? Bon, Miss Huguette, c'est une très belle question, hein, la définition du racisme. Je pense que le concept, je pense que les faits, ça définit mieux le racisme que la définition du dictionnaire. Je te dirais globalement qu'il s'agit de la haine de l'autre, mais pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est simplement, à cause de la couleur de sa peau ou surtout à cause de la couleur de sa peau. Donc, la personne n'a pas choisi de naître blanche ou noire et est en train de subir justement la haine due au fait, la haine due à la couleur de sa peau. Ma définition simple serait celle-là. D'accord. Je vais poser la même question à Monsieur Abel. Abel, quelle est ta définition de cette question qui est qu'est-ce que le racisme? J'ai une définition qui est toute proche de Nive, mais il est important de rappeler que les historiens débattent eux-mêmes sur la définition du racisme, parce qu'on peut remonter au temps de l'Antiquité, même au temps de l'Antiquité grecque, pardon. On parlait déjà de racisme entre les populations civilisées qui étaient pourvoyeuses de la science et d'un bon vivre ensemble et les barbares. Il y avait notamment la population des Hellades contre les barbares. Puis ensuite est arrivée la période malheureuse que l'on sait, puisqu'elle a des conséquences jusqu'aujourd'hui, de la colonisation ou de l'esclavage, où il y a eu une hiérarchisation de la race au sein de l'espèce humaine avec le phénotype. Je vais beaucoup utiliser le terme phénotype parce que je ne crois pas aux races au pluriel, justement. Il y a le phénotype blanc qui était au-dessus des autres et bien entendu le phénotype noir qui était le dernier chaînon et qui était plus ou moins apparenté au singe. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, vous remarquerez que seul le phénotype noir dans les moqueries est apparenté au singe. Édouard Philippe a dit, le Premier ministre français, que le racisme était une maladie de l'âme. L'âme, c'est cette partie de l'être humain où se trouve le siège des sentiments et des émotions. Et je suis d'accord, le racisme s'incarne par deux sentiments. La haine de l'autre, en vue de sa couleur de peau, premièrement, mais aussi un sentiment de condescendance, le fait de se sentir supérieur à l'autre. Donc, effectivement, c'est un sentiment qui est vraiment malheureux et qui fait beaucoup de dégâts dans notre société et qui a malheureusement détruit la destinée de beaucoup de générations. Merci beaucoup pour cette définition. On va lire aussi celle de nos auditeurs et auditrices, s'il y en a. Je n'ai pas vu, peut-être qu'il y a un petit loupé. Aujourd'hui est l'anniversaire de... Alors, on va lire l'information de Lucien de Dieu Song. Aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de Georges Stinney, un noir condamné à mort par électrocution à l'âge de 14 ans. C'était en 1944. Je lui dédie ton émission. Merci beaucoup pour ce rappel. Merci beaucoup, Lucien. Donc, je n'ai pas eu, chers auditeurs et auditrices, votre définition du racisme, mais j'ose croire qu'au cours de l'émission, vous nous donnerez votre réponse. Monsieur Félix, est-ce que tu souhaites intervenir par rapport à cette définition qui a été très bien développée par nos deux intervenants? Eh bien, c'est clair, ça a été bien soulevé. Les deux éléments caractéristiques du racisme, c'est d'abord, disons, la différenciation, donc à partir, disons, de la couleur de la peau. Et le deuxième élément également soulevé et qui est tout à fait juste, c'est celui de la hiérarchisation. Mais si je devais me permettre, disons, de faire une petite bifurcation historique, il faut dire qu'au niveau du concept lui-même, le concept, disons, au départ, disons, du racisme ne naît pas à partir de la couleur de la peau. C'était d'abord et avant tout une affaire, disons, d'argent, une affaire, disons, de classe. Voilà.
Si je me réfère à ce que dit l'historien Pascal Blanchard, qui s'y connaît très bien, il dit que, disons, la notion, disons, de racisme naît au XVe siècle et c'était d'abord et avant tout une affaire, disons, de caste. Donc, il y avait effectivement les classes aisées qui considéraient, disons, ceux qui n'étaient pas aisés comme étant effectivement des inférieurs. Et c'est un peu plus tard dans le développement, notamment, disons, de l'industrie, avec également, disons, l'esclavage qui a précédé que, effectivement, disons, en quelque sorte, la chosification du noir commence. Voilà. Mais grosso modo, la conception actuelle du racisme, c'est celle qu'effectivement, disons, a bien décrit Abel, qui consiste effectivement à faire une différence à part de la peau et ensuite établir des hiérarchies. Donc, nous y sommes. D'accord. Merci beaucoup pour ce complément. Abel, on va poursuivre toujours dans ces questions concernant le racisme. Une question très brute m'a été posée. Est-ce que le racisme existe? Bien entendu qu'il existe. Et pour répondre, je vais donner un témoignage personnel parce que des fois, ça parle plus que des définitions théoriques. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire dans le 18e arrondissement de Paris avec des parents très tôt qui ont eu à me briefer sur la réalité du racisme. Parce que, comme ça a été dit bien avant moi, c'est-à-dire que lorsque l'on est, on découvre que l'on est noir au travers du regard de l'autre. Ça va être par des remarques, ça va être par des blagues. Et surtout, on découvre que c'est une différence qui peut être un marqueur, soit de succès, soit d'échec, selon les situations dans lesquelles on se trouve. Et moi, je m'étais dit que, aujourd'hui, je suis père de 4 enfants, je m'étais dit que jamais, en tout cas, je ne voudrais pas briefer mes enfants aussitôt que moi, je l'ai été. Oui. L'année dernière, mon fils qui rentre de l'école, école primaire, en CE1, il rentre et me dit, papa, tel copain m'a dit qu'il ne peut pas jouer avec moi parce que son père lui a interdit de jouer avec les Noirs à la récréation. Ah. Moi, je dois apporter beaucoup d'amour à mon fils et lui expliquer que c'est un problème d'éducation. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que je dois en vouloir à ce petit enfant qui a peut-être 8 ans, qui a sorti cette phrase qui est horrible à mon fils, ou est-ce que je dois avoir du recul pour comprendre que le racisme, comme dans la définition, l'introduction de Nelson Mandela, c'est un problème d'éducation. C'est le problème du milieu dans lequel on évolue. Donc, malheureusement, je me suis retrouvé très tôt à briefer mes enfants aussi sur le fait que leur couleur de peau pouvait être un problème dans certaines situations et leur donner des indications de comment il fallait se comporter. Et ce qui est toujours intéressant, c'est une phrase que je pense qu'on est des millions à avoir entendue, c'est l'enfant qui vous dit « Papa, maman, je comprends pas, je suis pas noir, je suis marron ». Donc voilà, je pense que c'est une expérience qu'on est beaucoup à avoir partagée, donc c'est important de dire que effectivement ça existe malheureusement, mais il y a deux comportements face à cela. Réagir à la haine par la haine ou réagir à la haine par l'amour, par le fait de continuer à essayer de construire, à discuter avec l'autre, parce que souvent, le racisme vient de l'ignorance et de la mauvaise éducation. En tout cas, très, très bonne définition. Miv, pour toi, est-ce que le racisme existe? Parce que d'autres disent qu'on peut se victimiser, d'autres disent que non, on est tous égaux en droit. C'est ce que on essaie de nous inculquer, du moins dans les différents pays où nous sommes. Quel est, toi, ton retour par rapport à ça? Ta définition à toi? Je ne parlerai pas vraiment de la définition parce que nous l'avons déjà fait. Oui. Par contre, je pense que tout noir, je m'en vais vraiment toucher toute personne qui a la peau noire à un moment donné de sa vie, et je vais préciser, toute personne vivant en dehors de l'Afrique, à un moment donné de sa vie, a vécu le racisme. Il y en a qui ont beaucoup de mal à mettre les mots dans ce qu'ils vivent. Il y en a aussi qui réussissent à dire à l'autre, effectivement, ce que tu as vécu, c'est du racisme. Mais les personnes qui ne vivent pas le racisme, elles sont souvent dans le déni. Ou les personnes qui font vivre à l'autre le racisme sont dans le déni de cette situation. Et donc, du coup, elles ne se remettent plus en question. Et ça reste de cette manière-là pendant des générations. Et dans le système, ça s'inculque, ça s'incarne, ça prend des racines au point où on n'est plus capable d'en sortir. Le racisme existe bel et bien.
puisque nous le vivons au quotidien, le racisme existe, comme l'a dit Abel, c'est dans des exemples qu'on vous fait voir que le racisme existe. Et j'aime bien cette émission parce que quelque part, tu dis, Miss Huguette, que à un moment, on va parler des conséquences de ce racisme dans la vie. Et donc, pour répondre à ta question, le racisme est tellement présent qu'à un moment donné, les conséquences tendent à être très, très, très nocifs si on ne sort pas dans le domaine du déni pour résoudre ce problème. Comment tu peux expliquer que je suis dans une entreprise pendant 10 ans, je postule dans cette entreprise, j'envoie des demandes pour changer de poste ou pour monter de niveau. Ça fait 10 ans que je fonctionne dans cette entreprise, même pour que je change de département, on me dit que je suis incompétente, alors que j'exerce dans cette entreprise pendant 10 ans et ce sont les mêmes tâches que j'accomplis pendant 10 ans. Tu expliques ça comment? Ça n'a pas de nom, ça n'a pas de sens. Ça, ce n'est qu'un exemple. Et compte les regards des personnes quand tu sors, quand les gens t'interrogent sur tes cheveux, quand les gens t'interrogent sur ta peau, mais est-ce que toi aussi tu sens le froid? Est-ce que chez vous, vous mangez ceci? Le racisme a des racines et ça existe. Et tant que nous allons commencer à nous poser des questions de savoir si le racisme existe, nous n'allons pas résoudre ce problème. Nous devons plutôt demander comment nous pouvons résoudre ce problème de racisme. Parce que le racisme est présent. Comment résoudre ce problème? Quel mécanisme mettre en place pour que ce racisme prenne fin? Que ce soit du côté de nos frères et sœurs blancs que du côté de nos frères et sœurs noirs. Merci pour cette intervention. Vraiment, on vous invite, chers auditeurs, auditrices, vous aussi à réagir, hein, à apporter vos réponses à vous. J'ai vu une réponse tout à l'heure que je vais relire concernant la définition qu'on avait demandée au début, Monsieur Fabrice Trifaz, qui nous dit « Le racisme est une forme de discrimination fondée sur l'origine ou l'appartenance ethnique. » Donc, comme tu l'as si bien dit, Miv, notre démarche est de nous asseoir tous ensemble pour essayer d'apporter, de comprendre, d'apprendre pour certains et vraiment de mieux fonctionner pour la suite, pour l'avenir de nos enfants, de nous-mêmes adultes. Mais comme le disait Abel par un témoignage, nous avons nos enfants qui sont, eux, qui sont la relève de demain. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Qu'est-ce qu'on va leur léguer? Et essayons vraiment d'avoir un échange vraiment constructif pour l'avancement de la suite. Monsieur Félix, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce sujet du racisme? Est-ce que ça existe? Abel a bien poussé sa réponse. Je vais rebondir juste après, mais je te laisse aussi la parole. Je pense que objectivement, personne ne peut nier donc l'existence du racisme. La preuve, par exemple, dans la plupart des instituts, déjà de par le fait qu'on en parle dans les textes fondamentaux. Donc, on ne peut parler, on ne peut mentionner, disons, ou projeter justement, disons, de sanctionner que ce qui existe. Donc, si ça n'existait pas, les textes fondamentaux de tous les pays n'en parleraient pas. Quand je prends le cas de la France, par exemple, en 2005, il y a eu cette institution qu'on a eu à créer qui s'appelle la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations pour l'égalité. Et c'était à la suite des mouvements qu'il y avait eu justement en Île-de-France, principalement en 2005. Donc, objectivement, personne ne peut nier l'existence du racisme. La question qui peut se discuter, c'est celle de sa portée, celle de sa perception, etc. Mais je tiens également à souligner, disons, un deuxième aspect que Abel a souligné et qui est très important et qui s'est fondé effectivement sur la lecture, la citation de Mandela que vous avez faite pour dire qu'on ne naît pas, disons, raciste ou qu'on ne naît pas avec la haine, si on peut se faire la haine, ce qui veut dire qu'on peut également se faire ou créer, disons, l'amour. Oui. Moi, j'ai un exemple dans le sens de ce que dit Abel et que j'ai vécu, mais dans le sens inverse. Quand moi j'ai reçu mes enfants, disons, dans la zone où je suis, je voulais éviter au premier abord les idées reçues. Les idées reçues, c'est-à-dire que tout de suite, un enfant arrive et puis s'intègre, disons, dans le discours connu qui est celui de noir et de blanc.
j'étais pas dupe, naïf pour dire que ben oui, non, ça existe. Mais je voulais pas que très tôt, tout de suite après être arrivé, ben qu'ils se disent qu'ils sont en train de voir le racisme partout. J'ai donc quitté ma zone, disons, le centre, disons, de la zone où je suis, et puis je suis allé plutôt dans un environnement un peu lointain du centre de la ville. Je viens de prononcer le mot environnement. Je veux dire par là qu'il y a effectivement l'éducation et l'environnement qui sont importants. Et la plus petite de mes enfants, qui avait 9 ans, donc qui était en C2, bon, ici normalement on sera en C1, mais non, on serait plutôt en CM1. Mais vous savez, l'Afrique, le CP est divisé en 2, CP1 et CP2, ce qui veut dire qu'elle était à peu près donc, un peu plus âgée que ses copines, donc d'une année. Et il a fallu attendre, donc effectivement, disons qu'elles sont en CM2, où on leur avait donné une petite rédaction à faire. Et ma fille me dit, écoute, papa, c'est quoi le racisme? J'ai dit quoi? Oui, c'est quoi le racisme? J'ai dit, pourquoi tu me poses cette question? Elle me dit, mais parce qu'on nous a donné un devoir à faire. Bon, je suis enseignant de métier. Bon, je comprends tout de suite que le prof, disons qu'il leur avait donné, qu'il leur avait posé cette question, c'était une forme de sonde pour savoir effectivement ce qu'en pensaient les enfants ou alors ce qu'ils vivaient. Je lui ai dit, tu es sûr de ne pas connaître ce que c'est? Et elle me dit de la manière la plus innocente, non, papa, je ne sais pas. J'étais plutôt content. Pourquoi? Que ma fille soit déjà à sa 3e année en France et qu'ils ne connaissent pas ce discours qui est en quelque sorte un discours clé en main, ce qui veut dire qu'elle ne l'avait pas vécu. Et c'était assez vrai puisque dans l'environnement où j'étais, nous étions à peu près, franchement, les seuls blacks. Et l'écrasante majorité de ses copines, pour ne pas dire toutes, étaient effectivement blanches. Et elle avait des amis qui l'aimaient énormément. Ben, vous voyez donc ce que ça veut dire. Bon, donc la question de l'environnement, c'est une question très importante. D'accord. La question, disons, de l'éducation, c'est une question très importante. Je vous dis tout de suite, la plupart de ses copines, blanches pour être précis, se battaient pour l'avoir comme copine. Eh bien, peut-être, on peut effectivement réfléchir, dire, peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup de blacks. Parce que vous connaissez effectivement la phrase, disons, d'un homme politique congolais, pardon, d'un homme politique français, qui a dit, c'est quand il y en a beaucoup que ça commence à faire mal. Nous la connaissons tous et par qui ça avait été dit. Donc, je peux également voir cette hypothèse pour dire que jusqu'au moment où elle était seule, ou presque, bon, à l'école, elles étaient 2 ou 3. Bon, donc, il n'y a pas de problème. Et bon, voilà. Donc, ça a peut-être joué. Bon, donc, la question de l'environnement, c'est une question très importante. La question est une question très importante. Le reste, on verra, effectivement, sur notamment ce qu'a dit, effectivement, je vais dire ceci. C'est mon grand-père qui me citait souvent cet adage-là. Il me disait, écoute Félix, il faut toujours bien ausculter ce que tu emballes et avec quoi tu l'emballes. Ça veut dire qu'il y a ce que pensent les autres, il y a ce que tu penses toi-même. Il y a ce qu'ils sont, il y a ce que tu es. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que nous aurons peut-être plus tard à parler, disons, des propositions, de ce qu'il faut. Oui. Mais ne passeront pas là, disons, ce phénomène-là, disons, dans son intégralité. Ça existera toujours. Et si je peux me permettre, sous ces temps-là, dire quelque chose, par exemple, au black, c'est de dire, personnellement, j'ai une petite définition, disons, du raciste, puisqu'il y en a. Très rapidement, pour qu'on puisse avancer dans les questions. Voilà. Donc, j'en viendrai, mais je veux dire qu'il faut que, effectivement, ceux qui parfois se sentent agressés, ils ont raison de l'être, se blindent aussi. Parce que celui qui a l'impolitesse de dire quelque chose, il sait ce qu'il veut. C'est effectivement pour te blesser. Et si effectivement, en voulant te blesser, tout de suite te laisse blesser, tu l'encourages à te blesser. Effectivement. Donc, alors, moi, un peu plus tard, disons, dans la philosophie qui est celle, effectivement, de l'adage que je viens de dire, de feu mon grand-père, selon laquelle il faut effectivement se préparer, se blinder par rapport à cela. Je vous laisse continuer, Huguette. Merci beaucoup. J'ai vu que ce soit Abel, Félix, vous êtes revenus vraiment sur la jeunesse, dans l'enfance. Vous avez donné des exemples de vos enfants. Et justement, par rapport à ça, vous qui êtes parents, je pense que je le sais, vous 3, vous êtes parents. Je voudrais savoir comment ça se passe. Là, en plus, avec le confinement, vous avez été amenés à être des parents profs. Donc, vous avez dû vous remettre dans le bain
des cahiers, des notes pour ceux qui étaient un peu détachés de tout ça. Abel, par rapport à tout ce que tu fais pour les communes, pour les jeunes, pour tes enfants, tu fais vraiment beaucoup de choses dans cette société française et en tant que qualité aussi de président d'association. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette jeunesse? Est-ce que leur histoire leur est bien racontée à l'école? Alors, Où c'est assez vont-ils chercher compliqué. l'information? Vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui, très bien. D'accord. Moi, j'ai l'habitude de dire, donc j'ai dit dans un ouvrage antérieur au dernier où je parlais de la jeunesse des quartiers face aux défis du patriotisme et de la cohésion sociale, que beaucoup de jeunes qui sont français d'origine étrangère, que ce soit africaine, asiatique ou autre, sont confrontés quelque part, au moins une fois dans leur vie, à la menace de l'apatridie psychologique. C'est-à-dire que être en France et selon les situations, ne pas avoir l'impression d'être accepté pleinement dans sa francité, mais en même temps ne pas avoir forcément de racines bien ancrées avec le pays d'origine, qui est dans bien des cas le pays des parents plus que le sien, même si on peut avoir la fierté aussi de nos origines. Et donc, vous avez une partie de la jeunesse qui est perdue, notamment dans les quartiers prioritaires, et qui, par réflexe aux situations injustes qui peuvent se passer, certains font le malheureux choix de rejeter la France pour ne s'accrocher qu'à leurs origines, plutôt que de continuer de se battre pour tenter d'avoir un équilibre en fait entre les deux. Et il y a cette question que l'on pose depuis des décennies, j'ai presque envie de dire, entièrement français ou français à part entière ou français entièrement à part. Donc il y a ces débats qui se bousculent. Vous rajoutez le fait qu'aujourd'hui les jeunes sont beaucoup plus précoces. Il y a Internet qui est un élément que nous, on n'avait pas à mon époque. Moi, quand j'ai grandi au quartier, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, même quand on parle de l'histoire de l'homme et de la femme noire, on sait effectivement qu'il y a des zones d'ombre. Et il est intéressant de se poser la question, le pourquoi de ces zones d'ombre. Il n'y a pas longtemps, chez un de vos confrères Huguette, d'ailleurs, on en parlait en préambule de l'émission, j'ai donné l'exemple du scandale de la Réunion, qui est quelque chose que peu de personnes connaissent. À savoir que pendant qu'en France métropolitaine, donc dans les années 60, l'avortement était interdit, il faut savoir que le gouvernement français organisait des avortements dans les départements et territoires outre-mer, et ça, avec les pouvoirs publics, avec l'argent et les impôts des Français. Et il a fallu que le média Paris Match fasse une enquête à La Réunion et ramène l'information en métropole pour que puisse éclater ce qui est arrivé en 1970, à savoir le scandale de La Réunion. Peu de gens savent que dans certains départements et territoires outre-mer, vous aviez des panneaux publicitaires où il y avait une femme noire avec 4, 5, 6, 7, 8 enfants, et le slogan, c'était « ça suffit en gros ». Aujourd'hui, on voit, lorsque vous allez à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, que c'est pas l'amour fou partout entre ce qu'on appelle les béquets et la population noire. Donc, les jeunes sont pris dans cette espèce de cocktail qui est très difficile. Et en plus, entre un mélange de plusieurs fractures. Vous avez la fracture sociale, vous avez la fracture générationnelle, vous avez la fracture territoriale et vous avez la fracture identitaire. Donc, vous avez une partie de la jeunesse, effectivement, qui est perdue. Et c'est la raison pour laquelle mon association, mais aussi plein d'autres, il y a beaucoup d'associations, tout à l'heure, M. Félix parlait des SOS Racisme aussi, beaucoup aussi d'ONG qui travaillent justement pour que cette jeunesse puisse coller à l'identité française sans être déconnectée de ses racines, mais puisse surtout se développer pour devenir des citoyens épanouis dans un projet anthropologique qui leur permettra de s'accomplir là où ils se trouvent. Très bien, merci beaucoup. Miv, je voudrais savoir aussi ton retour. Comme je l'ai dit tout à l'heure à Abel, on a vu beaucoup de jeunes suite aux manifestations qui ont eu lieu, ces manifestations de révolte, de non, ça suffit, suite à voilà ces meurtres, ces injustices, comme je l'ai dit en introduction, beaucoup de jeunes dehors. Ma question est vraiment de savoir qu'est-ce que comprennent, qu'est-ce que connaissent nos jeunes de leur histoire en fait. Qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école pour qu'ils soient aujourd'hui autant investis, autant révoltés, autant remontés et dire non, ça suffit? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Quelles sont les choses qu'on leur inculque à l'école? Miss Huguette, d'abord, je dirais que la plupart des écoles sont animées de bonne foi, les enseignants sont animés de bonne foi, mais la plupart des enseignants sont occidentaux. Ils sont chez eux, ils sont canadiens, de peau et de souche. Il y a très peu d'enseignants qui sont issus de l'immigration. Et le programme est un programme canadien comme partout chez vous. Le programme
c'est adapté à la situation occidentale et l'histoire des Noirs n'est pas racontée dans les écoles. Cette histoire n'est pas racontée, cette histoire est absente. Le gouvernement canadien, par exemple, a déduit chaque année une journée qu'on appelle la journée de l'histoire des Noirs, pour la commémoration de l'histoire des Noirs. Mais les écoles ne s'investissent pas dans cette journée pour organiser des activités liées à l'histoire des Noirs. Ce sont des organisations particulières, comme des associations, des ligues de Noirs qui s'organisent pour raconter cette histoire. Cette année, moi, j'ai été invitée dans une école comme artiste musicienne dans ce cadre-là. Et ça a été organisé, et tenez bien, ça a été organisé par des jeunes Noirs de 14 ans, s'il vous plaît, qui m'ont invité dans cette école. Je parle des jeunes Noirs de 14 ans qui m'ont invité et je suis allée prester gratuitement parce que j'ai voulu honorer ces enfants qui n'avaient aucun budget destiné à cet événement, qui n'avaient que leur volonté de parler de cette journée dédiée à l'histoire des Noirs. Donc, pour revenir à ta question, les écoles ici n'en parlent pas, ils ne maîtrisent pas cette histoire, et ceux qui en parlent, ils vont parler d'une histoire telle que nous la connaissons, celle rédigée dans des livres qui ne reflètent pas la réalité de notre histoire. Et donc, nos jeunes sont confrontés à cette situation. Les jeunes apprennent notre histoire, la vraie, dans des familles. Et donc, il y a des activistes, des historiens patriotes qui vont parler de la vraie histoire sur Internet, etc. Là où les jeunes s'en vont s'enrichir. Et les jeunes connaissent notre histoire aussi à partir de leurs propres faits. Quand mes deux panélistes parlent, j'ai la chair de poule parce que je me dis, au moins leurs enfants, peut-être comme M. Félix, je me dis, vos enfants ont été chanceux de n'avoir pas vécu le racisme. Moi, j'avais ma fille de 10 ans qui partait s'entraîner au volleyball parce qu'elle était très sollicitée, elle est très experte, elle est très douée dans des sports. Et donc, elle était sollicitée par des entraîneurs qui l'ont prise pour le volleyball. Mais vous savez que le volleyball a une très grande participation blanche, des jeunes blanches de 10 ans qui n'étaient pas capables d'intégrer ma fille de 10 ans. Ma fille fournissait l'effort d'aller vers elle, de causer avec elle. C'était pénible. À un moment donné, j'ai dit, ça suffit. Elle était très sollicitée par l'équipe de basketball où il y avait beaucoup de Noirs comme elle. Je l'ai encouragée à se tourner vers le basketball parce que j'étais fatiguée de vivre la souffrance de ma fille à s'intégrer dans une équipe qui ne l'accepte pas. J'ai fait le pas vers les entraîneurs pour leur expliquer la situation. Les entraîneurs ne voyaient pas la souffrance de l'enfant. Donc, c'est pour dire que le problème existe, mais je pense que ce problème trouvera la solution grâce aux Noirs eux-mêmes et grâce aux immigrants qui vivent cette situation dans leur peau, dans leur chair et dans leur peau. Waouh, j'en ai des frissons avec tous vos témoignages. C'est pas évident. En plus, c'est des enfants qui vivent tous ces chocs-là. C'est pas évident. J'ai une question que je vais confier à Monsieur Félix Bakunda, de la part de Monsieur Eded L qui nous suit et qui demande pourquoi dans les cours d'histoire nous utilisons tout le temps le mot qui a découvert. Qui a découvert? Est-ce qu'on peut lui répondre, Félix? Oui, je peux répondre effectivement, disons, quelque chose qui est biaisé depuis le départ. On ne découvre pas. Bon, peut-être qu'il découvre par rapport, disons, à là où la personne vient. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. La zone qu'on découvre existe. La zone qu'on découvre existe. Donc, pour ceux qui effectivement viennent, ils vont dire, bon, on découvre. Non, c'est pas. Peut-être que, mais à cette occasion, effectivement, ils apprennent quelque chose. C'est peut-être le mot, disons, qu'il faut utiliser. Hein? Ils apprennent
des cours, puisque ce qu'on découvre existe en soi. Et donc, ce mot qu'on utilise de découvrir est déjà connoté, comme pour dire, avant que nous venions voir, avant que nous apprenions, ça n'existait pas, donc c'est déjà connoté. Voilà, donc c'était pas le terme approprié pour ne pas prononcer. On va progresser dans l'émission parce qu'on a encore plein de questions. Donc, si vous pouviez être un peu plus succinct, mais merci beaucoup vraiment pour tes témoignages qui nous permettent aussi de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, on a parlé du racisme, on a parlé du racisme qui existe, ça c'est un fait qu'on ne peut pas nier, mais maintenant on voudrait savoir s'il y a différents types de racisme. Je m'explique. Est-ce qu'il y aurait éventuellement, une personne qui me pose cette question là maintenant, donc je vous la pose à vous aussi, du racisme innocent? Je demande s'il y aurait du racisme innocent, inconscient. Est-ce qu'il y a des racismes en fait voilà, sans le maîtriser, sans vraiment comprendre, en étant maladroit, ou c'est quelque chose vraiment de haineux forcément? Je ne sais pas qui veut répondre en premier à cette question. Je peux commencer. Ah, il y a Abel qui lève la main. Ah. Ah, il te laisse l'honneur. Vas-y, Félix. Très rapidement pour qu'on puisse lui laisser la parole. On t'écoute. Voilà, c'est une question importante que celle de savoir s'il y a effectivement des formes de racisme. Oui, le racisme, disons, inconscient existe. Tout comme il existe, disons, le racisme conscient, c'est-à-dire actif. D'accord. Également, disons, le racisme. Un exemple à nous donner? Je vais y arriver. Et il existe également le racisme agressif. Oui. Donc, racisme passif, racisme actif, racisme, disons, agressif. Le racisme, disons, passif, c'est lequel à peu près? Qui est vraiment innocent. Je n'ai pas meilleure façon de l'illustrer que de prendre un exemple, disons, de citer une anecdote. Moi, je l'ai d'abord vécu en Afrique et puis, quand je suis arrivé ici également, je l'ai vu. Certains enfants se sentaient parfois blessés par le fait, enfants blacks ici, de par le fait que parfois, quand effectivement ils arrivaient, il y a certains qui semblaient spontanément reculer parce qu'ils les avaient vus et ils se sentaient blessés. Parce que c'est comme si effectivement le jeune blanc avait vu, disons, Lucifer. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est que dans le sens inverse, moi j'avais vécu autre chose dans le sens inverse. Je suis enseignant à l'université de Brazzaville et j'ai un collègue un collègue blanc qui veut revenir en France et qui me dit, écoute Félix, je vais quand même pas repartir en France sans avoir connu le Congo profond. Le profond, c'est-à-dire donc la province. Le fin fond. Et donc, voilà. Donc, on prend un week-end pour aller effectivement dans la région la plus proche de Brazzaville, qui est le Poul, et qui est donc, disons, en gros, à 1 heure, effectivement, la capitale. Et quand on y arrive, bon, il est content, effectivement, de mettre pied pour la première fois, disons, dans une province, disons, congolaise, et moi également qui l'accompagnais. Bon, je jubilais un peu la façon dont il était heureux, effectivement, de se retrouver dans un environnement comme celui-là. Et on essaie de passer entre les maisons, et au moment où on arrive devant une maison, une case, pour être un peu plus précis, il y a beaucoup d'enfants qui étaient en train de crier « Mundele, 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 Mundele », ça veut dire le blanc, de manière spontanée. Et bon, déjà ça, imaginez la situation inverse. La situation inverse, c'est-à-dire donc effectivement, nous sommes en France, des Noirs qui vont effectivement quelque part dans une collectivité où on voit les petits Blancs qui sortent en train de crier le noir, le noir. Ce serait déjà blessant. Bon, mais là, on n'était pas blessé. Mais ce qui va être beaucoup plus renversant pour nous, pour moi et mon collègue, c'est le fait qu'il y a un enfant qui devait avoir 6 ou 7 ans, qui sort de la case et qui tout de suite s'exclame et puis tombe et s'évanouit. À la vue de ton collègue blanc. De mon collègue qui est blanc. Il est tombé raide après avoir lancé un cri. Qu'est-ce que tu en sais? Ça nous a foutu la trouille parce qu'on s'est dit c'est incroyable. Il fallait réanimer tout de suite, je vais dire, disons, la joie des jeunes enfants qui étaient, disons, de ses amis qui étaient en train de crier Mundele. Et puis lui, voilà, on était très embêtés. Dieu merci, effectivement, après, bon, la mère qui était dans tous les états, bon, au bout de quelques minutes, l'enfant revient à lui et on s'est dit, mais c'est incroyable.
Est-ce que ce jeune Congolais n'avait encore jamais vu, disons, un blanc? Est-ce que, bon, voilà. Là également, on pourra dire que ça dépend effectivement, disons, la personne. Bon, tout le monde n'a pas la même. Voilà. Donc, ça montre un peu ce que je peux appeler là, donc, le racisme, disons, en gros, innocent. J'ai montré les deux aspects. Les deux aspects, effectivement, disons, les enfants qui voient quelqu'un qui n'ont, enfin, je vais dire, disons, la peau qui n'ont pas l'habitude de voir en train de crier, mais il y a une forme de spontanéité. D'accord. D'accord. On va poser la même question à Abel pour pouvoir répondre après. Excuse-moi, Félix, de t'interrompre, parce qu'il y a pas mal de questions qui sont en train de défiler. Je ne voudrais pas qu'on les loupe. Monsieur Abel, il y a aussi des questions pour toi, très personnalisées sur le sujet, hein, toujours. Je vais débloquer ton micro. Juste pour répondre à cette question, donc, est-ce qu'il y a différents types de racisme, du racisme innocent, du racisme conscient, haineux, violent, du racisme d'État? Qu'est-ce que tu peux nous dire très rapidement? Du coup, je vais rebondir sur la réponse de M. Félix en citant une phrase de Pape Diouf, le regretté Pape Diouf qui a été emporté par la Covid-19. Il disait la phrase suivante: le racisme n'est pas l'exclusivité d'une race. Et je trouve que c'est une phrase qui est vraiment très forte et qui démontre l'universalité dans laquelle il s'inscrivait. Ça dépend de l'éducation, ça dépend du contexte. Et la problématique, c'est que tous nous continuons à utiliser le mot race, qui est un terme qui est sans fondement scientifique. Le fait que moi je sois noir et qu'une personne soit blanche, en réalité, scientifiquement, nous ne sommes pas de races différentes. Nous avons deux phénotypes différents. Ce sont des phénotypes parce qu'il y a une différence de taux de mélanine. En réalité, il y a une race humaine avec diversité de phénotypes. Et deuxième réalité, c'est que l'exploitation, la surexploitation du mot race fait glisser vers le racisme, forcément. Et effectivement, on peut parler du racisme conscient, inconscient qui dépend de l'éducation, mais en France, regardez aujourd'hui, le racisme est communautarisé. Vous avez le racisme anti-noir, anti-blanc, anti-asiatique, l'antisémitisme. Tout le monde brandit son racisme pour pouvoir se défendre de l'injustice qu'il ou elle subit au quotidien, au lieu de faire de ce combat, au-delà d'un combat de communauté, c'est un combat d'unité humaine. Donc, attention même à l'héritage de la période coloniale que nous-mêmes nous utilisons parce que c'est devenu commun de dire que moi je suis de race noire, moi je suis de race blanche, moi je suis de race arabe ou autre. Mais non, la race n'existe pas. Et d'ailleurs, l'article 1 de la Constitution, en théorie bien entendu, dit que la République ne reconnaît aucune race. Et d'ailleurs, il y a même des discussions pour savoir est-ce qu'il faut retirer le mot race de la Constitution ou pas. À titre personnel, je suis favorable. Donc, attention nous-mêmes dans nos comportements, dans le vocabulaire que nous utilisons, à ne pas nous-mêmes promouvoir sans le savoir des choses qui sont l'héritage de la période coloniale. Très bien, très très bien. Merci beaucoup pour cela. On va essayer d'avancer parce qu'au vu du temps, on est obligé d'avancer. On va passer sur le sujet d'actualité, mais n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez revenir sur des faits historiques. Voilà, on essaye de s'arranger. Donc, comme on l'avait dit au début de l'émission, il y a eu des faits qui ont un peu réveillé un petit peu voilà, des colères, des douleurs, etc., qui ont ravivé tout ça. Et moi, je vais m'adresser à Miv, parce que tout a commencé dans ton continent, voilà, l'Amérique. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé, toi qui es dedans. On a passé une semaine de tension, de manifestations, alors que nous étions encore en plein confinement. Les gens sont sortis dans les rues, ont manifesté. On dit non, quoi. On dit non et on en est sur la deuxième semaine. On a vu que malgré le fait que les policiers ont été arrêtés, voilà, il y a des revendications, il y a des messages. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur la situation, toi étant sur le terrain? Bon, moi je suis au Canada, ça s'est passé aux États-Unis, mais j'avoue que ça a été à la une de toute l'actualité canadienne. Du coup, ça a contaminé tout le monde. Toute l'actualité canadienne a tourné autour de ça. Et vous savez, bon, dans ce sens-là, le Canada et les États-Unis sont très liés. Les décisions qui se prennent aux États-Unis influencent les décisions du Canada, ça c'est sûr et certain. En même temps, je pense que ça a été de cette manière parce que une chose est le racisme qui se passe derrière les barreaux, derrière les prisons, en cachette, ou bien une arme
un fusil qu'on tire, une autre, c'est que ça a été à froid et c'était un crime à sang-froid. Ça, je pense que ça a touché les nerfs de tout un peuple, pas seulement les Noirs. Les Blancs étaient très, très, Oui, très choqués par ces images-là. C'est simplement du racisme filmé, parce que la plupart des choses que nous vivons, on ne les filme pas, on vient voir peut-être les images après. Ça a été en live, ça a été un crime en live, et ça a choqué les consciences de tout le monde, les Noirs comme les Blancs, ça a choqué les consciences, et ça a poussé les institutions à prendre des mesures drastiques et fermes une fois pour toutes. Je pense que ça a été la réaction de toute la jeunesse américaine descendue dans la rue. Je pense que c'est le message que cette jeunesse a voulu lancer aux institutions. Vous devez agir maintenant. Donc, si la jeunesse est descendue dans la rue, selon mon analyse, oui. et que cette descente a perduré, cette descente a même défier la COVID-19, c'était pour dire cette question est beaucoup plus importante que notre santé que vous essayez de protéger en nous faisant confiner. Cette question doit être réglée. C'était la énième fois qu'un Américain était tiré, était tué sans raison, sans explication valable et valide. Donc, je pense que c'est le message que cette jeunesse a voulu lancer aux institutions. Vous devez agir maintenant parce que ce n'est pas la première fois que la jeunesse américaine descend dans la rue, mais cette fois-ci, ça a débordé pour que le message entre. C'est comme si on prenait un clou, on tapait sur la tête le marteau, on dit il faut que ça entre maintenant. Je crois que c'est le message que la jeunesse a voulu passer. Très bien, merci beaucoup. En découle, du coup, on va revenir en France. Je vais donner la parole à Abel. Abel, il y a eu, du coup, comme on l'a dit, hein, cette révolte, elle a été conduite dans tous les pays. Ça a été vraiment un mouvement, et ça l'est toujours, hein, actuellement, un mouvement très fort, que ça soit en Belgique, au Canada, peu importe le pays. Mais nous, ici aussi en France, depuis 2 semaines, manifestation sur manifestation, on vous voit, même toi, sur des plateaux de télé, voilà, passer des messages forts. Et par rapport à tous ces clivages qui se sont passés, voilà, il y a les policiers qui sont mis, voilà aussi dans ce message. Donc chez nous, c'est Adama Traoré qui a été aussi victime d'étouffement. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à toutes ces manifestations qu'il y a eu, particulièrement ici en France? Ce qui est fort en France, tout comme aux États-Unis, au Canada et ailleurs, c'est que ce sont tous les phénotypes qui se sont réunis autour de la cause. Vous avez vu cette jeunesse qui a bravé l'interdit, pareil, hein, par rapport aux règles de confinement. Alors oui, il y a eu des débordements, il y a eu quelques tensions avec les forces de l'ordre, mais souvent en France, malheureusement, quand il y a des débats, on prend la forme pour étouffer le fond du problème. Donc moi, je vais vraiment rester concentré sur le fond et la racine du Oui, problème oui. dans ma réponse. Donc aujourd'hui, vous avez une génération qui passe comme message, lorsque vous voyez même le rassemblement à Place de la République, qu'elle sera la génération qui refusera de s'accommoder à la réalité du racisme. Parce que lorsque l'on parle des violences policières, il nous faut être équilibré aussi. La police, c'est important de dire que l'on a besoin et que les brebis galeuses, et je pèse mes mots, qui sont des excréments au sein de la police et qui salissent l'uniforme et qui nous salissent tous, doivent être dégagées. Voilà. Mais je ne vais pas stigmatiser tout un corps de métier qui nous protège au quotidien et Dieu merci, heureusement qu'ils sont là. Mais justement, ce qui se passe aujourd'hui ne doit pas être une fin, mais un tremplin pour nous permettre d'aborder justement tous les problèmes d'injustice et de racisme au sein de la société occidentale en réalité. Parce que lorsque l'on parle toujours les mêmes problèmes, et Monsieur Félix qui est sur cette question depuis plus longtemps, comment il le sait, les problèmes lorsque l'on recherche un logement, lorsque l'on postule pour un emploi, et lorsque l'on a un emploi, comme ça a été dit par Madame Mive, pour avoir une promotion, cette impression de devoir faire 2-3 fois plus d'efforts. Et on voit même certaines certaines matières grises qui pouvaient faire du bien à la France s'exiler en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. On peut citer Tidjane Thiam, le grand qui était à la tête du Crédit Suisse, qui a pu témoigner justement des discriminations dont il a souffert. Il a dû s'exiler en Angleterre et pourtant on voit que c'est une sommité internationale dans le monde de la finance aujourd'hui. Mais il aurait de pépites qui pouvaient faire briller le rêve français.
Donc aujourd'hui, il est important de rester mobilisé sur le fond du problème et de combattre ensemble. Noirs, blancs, asiatiques, rebeux, soyons tous ensemble contre la haine raciale. Tout à fait. Je tiens à préciser quand on parle de policiers, comme vous l'avez vu, moi voilà, les émissions sont de plus en plus suivies suite aux affiches, les thématiques. Celle, par exemple, pour les sans-papiers avait atteint 17 000 personnes sur Facebook, sans compter sur Internet, sur YouTube. Et lorsqu'on a partagé l'information, ça a été repartagé. Et j'ai été contactée par la police nationale qui m'a dit qu'on a vu la thématique que vous allez lancer. On a vu. On ne participera pas à l'émission, mais on tient quand même à dire aussi notre part sans se présenter sur le live. Donc, c'est le site de la police nationale. Hein. On voudrait dire que oui, il y a des pourris au sein de nos équipes et il faut qu'ils soient, qu'est-ce qu'ils m'ont dit exactement? Il faut qu'ils soient punis par rapport à ça, il faut qu'ils soient sanctionnés, mais ils voudraient rappeler qu'ils essayent aussi de faire leur métier et que parmi eux, il y a des personnes qui essayent de respecter aussi le travail qu'on leur confie et ce qu'ils ont tenu à me dire. Hein, je cite, qu'on n'oublie pas que c'est eux qui sont toujours devant, au front, lorsqu'il y a des attentats, lorsqu'il y a eu les gilets jaunes, c'est eux qu'on a mis encore au front. Lorsqu'il y a eu même le début du confinement, faire respecter les règles, les mesures de confinement, les attestations à respecter, etc. Et qu'aujourd'hui, ils sont épuisés. Ils sont épuisés parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont délaissés de tout le monde. Ils sont épuisés parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont un peu les boucs émissaires. Donc, l'idée n'est pas que les encourager, mais de donner aussi à passer leur message qu'ils m'ont confié et ils nous soutenaient dans cette émission et ce qu'ils espèrent c'est que n'en sortira pas qu'un climat de colère, de rancune, de haine, qu'on essaye de trouver vraiment des solutions tous ensemble pour mieux cohabiter. Est-ce que vous avez compris leur démarche dans leur message qu'ils m'ont écrit? Bah déjà, ça prouve que ton émission est très suivie, donc c'est une très bonne chose. Et bravo pour le travail que tu fais. Et c'est vrai que c'est important de ne pas stigmatiser, de ne pas faire de la police le catalyseur de tous les racismes de la société. Voilà, il y a du racisme au sein de la police, comme ailleurs, il faut combattre ce qui se passe de façon plus systémique, pour reprendre le terme de Jacques Toubon, le défenseur des droits. Exactement. Et je tiens aussi à rappeler que la procédure, les façons de faire de travail entre la France, les États-Unis et l'Afrique, je pense qu'elles sont totalement différentes. Déjà, si on parle des États-Unis, du continent américain, vous avez plus facilement, même vous les citoyens, le droit d'avoir un port d'armes, ce qui fait que pour se défendre aussi, les policiers font très attention parce que là-bas, tout le monde peut avoir une arme, c'est très accessible. Tandis qu'en France, c'est pas comme ça que ça se passe. Et voilà, aux États-Unis, c'est différent. En Afrique, c'est aussi différent. On voit des policiers qui peuvent vraiment frapper des civils dans la rue. Mais en France, c'est vrai qu'on sent aussi quand même une certaine brutalité en ce moment. On a eu des cas, et comme vous l'avez cité aujourd'hui, comme le disait un acteur qui est Will Smith, aujourd'hui, en fait, ça a toujours existé, le racisme, hein, on revient sur notre thématique, ça a toujours existé, sauf que maintenant, c'est filmé. Monsieur Félix, est-ce que vous souhaitez rebondir par rapport à ce qu'on s'est dit? Voilà, on a signalé les cas qui ont été relevés de brutalité. Est-ce que vous souhaitez rebondir par rapport à ça? Juste répéter, parce que Abel a bien dit. Je pense que l'erreur dans l'approche, disons, de ce phénomène serait d'une part de nier l'existence du racisme et d'autre part de généraliser en pensant que, le racisme, disons, est en quelque sorte établi. Donc, ce que dit Abel est vrai. L'essentiel est qu'au niveau, effectivement, disons, la mort de George Floyd qui a entraîné, effectivement, disons, un mouvement mondial, que, effectivement, disons, les leçons soient tirées pour dire, bon, qu'est-ce qui peut faire qu'effectivement, on n'en arrive plus là, disons, voilà, on n'empêchera pas dans l'immédiat, puisqu'après la mort de George Floyd, quelques jours après, il y a eu également la mort de Ray Charles, pour ceux qui l'ont suivi, qui était abattu. Bon, c'est pas exactement dans les mêmes circonstances, mais ça montre qu'on n'est pas au bout du tunnel, quelque chose, ce que l'on fera. Mais l'essentiel est que, effectivement, les institutions jouent leur rôle, que ce soit la police, que ce soit la justice. Et je pense que sur ça, à peu près, tout le monde s'accorde. Moi, disons également, pour toujours confirmer ce que vient de dire Abel, bon, moi, j'aime bien regarder les sondages, même s'il faut les relativiser. Et quand
lançait des sondages en France sur ça, très majoritairement, ils reconnaissaient le rôle de la police et majoritairement aussi, ils reconnaissaient que le racisme existe, y compris dans la police. Donc, ce n'est pas contradictoire, ça montre que le phénomène existe bel et bien, mais que personne n'a intérêt à ce que la police disparaisse. Donc, on s'accorde avec cette affaire-là. Oui. Très rapidement, pour vous trois, est-ce que ces dérives sont individuelles ou collectives? Parce que quand on voit, par exemple, pour revenir au cas de George Floyd, on voit qu'il y avait plusieurs policiers et personne n'a tenu à voilà, assistance à cette personne. On le voit aussi pour le cas d'Adama Traoré et pour tant d'autres. Est-ce que pour vous, ce sont des bavures collectives, individuelles? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus en un mot? Abel? Alors, je dirais, sans être expert sur la question policière, il y a eu une grande erreur lorsque la police de proximité a été supprimée. C'est-à-dire que certes, il fallait l'améliorer peut-être, mais la supprimer non, parce qu'elle permettait de maintenir le lien. Et surtout, comment je vois la police? Moi, je la vois dans 4 phases d'opération, c'est-à-dire la communication, la prévention, qui permet justement de démontrer, d'établir une relation humaine entre la police et la population, et ne viennent ensuite que l'aspect de l'intervention et la répression pour les délinquants les plus têtus qu'en dernier lieu. En supprimant tout ce qui était de l'ordre de la proximité, on a atténué l'aspect communication, prévention pour ne laisser que l'intervention et la répression. Donc, bien entendu, quand je dis ça, je ne dis pas que toutes les personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires sont des anges. Évidemment qu'il y a des bons et des imbéciles, comme dans toutes les couches de la société d'ailleurs. Et d'ailleurs, il est bien de rappeler que la police n'intervient pas que dans les quartiers prioritaires, mais qu'elle intervient partout et qu'il n'y a pas plus de délinquance dans les quartiers prioritaires que dans les beaux quartiers où vous avez des délinquants en col blanc. Ça, c'est bien à préciser aussi. Donc, ce qu'il faut, suite à cela, c'est que la police elle-même aussi participe à ce travail national, à ce travail citoyen avec les associations, avec la population. Il ne faut pas qu'elle soit marginalisée, qu'elle soit mise de côté, il faut que l'on soit tous ensemble, puisque la police qui incarne l'État fait aussi partie de la population et souvent, elle se retrouve même prise en sandwich entre une incompréhension de la population et des décisions politiques aussi qui font qu'ils ont des fois le derrière entre deux chaises pour rester polis et c'est pas forcément évident à gérer pour eux. Et il est important aussi de rappeler que c'est un métier très difficile où vous avez beaucoup de suicides. Voilà, il y a beaucoup de suicides au sein des forces de police et que eux-mêmes sont les premiers à crier depuis des années sur les problèmes de formation et sur les problèmes d'affectation aussi au sein des quartiers et au sein des autres territoires de la République française. Très bien. J'ai une question pour toi, Abel. Un auditeur qui demande pourquoi l'Afrique n'a pas manifesté par rapport au décès des Noirs par les flics, les policiers aux États-Unis. C'est une très bonne question, je me la suis posée aussi. Je vais donner une réponse tout à fait subjective, qui n'engage que moi. Au début de l'émission, justement, on parlait d'opérations nobles qui allaient être mises en place pour que l'Afrique soit mieux vue qu'au-delà de l'image du dictateur qui oppresse la population. Néanmoins, pareil, pour donner une expérience personnelle, j'ai un membre de ma famille très proche qui a passé 3 ans en prison juste parce qu'il a milité lors d'une campagne présidentielle contre le président sortant qui se représentait. Voilà, je n'en dirai pas plus par respect pour les identités de ma famille. Donc effectivement, en Afrique, malheureusement, dans certains États, quand la population elle est tiraillée entre comment est-ce que je vais manger comment est-ce que je vais manger, comment est-ce que je vais donner à manger à mes enfants, comment est-ce que je vais pouvoir éduquer mes enfants, est-ce qu'il y a un hôpital proche de chez moi et un gouvernement qui est plus ou moins répressif selon les États, on va pas généraliser, c'est pour ça que je suis très précautionneux dans mes mots, c'est vraiment difficile. Et puis là-bas aussi, vous avez des États où quand vous manifestez, on vous tire dessus. Et la liberté d'expression, la liberté de manifester n'est pas la même aussi selon les États africains. Donc, est-ce qu'on aurait accepté que la jeunesse africaine descende en masse dans la rue pour dénoncer les violences policières? C'est une question que l'on peut se poser aussi. Très bien. Mif, toi qui milites aussi pour tout ce qui est l'Africain, etc. Est-ce que toi, comment tu réagis? C'est vrai que les gens se lèvent pour cette communauté et au final, ils n'ont pas senti qu'en Afrique aussi se sont levés. Est-ce que tu souhaites apporter un complément d'information par rapport à ce que Abel a dit?
Ouais, ça sera juste un complément. Je pense qu'Abel l'a englobé. J'ajouterai juste que l'Afrique, à un moment donné de mon intervention, je l'avais mentionné, l'Afrique ne vit pas la réalité du racisme. Donc, l'Afrique se sent absente de cette réalité parce que là, ils ont des problèmes de dictature, comme tu l'as dit, des problèmes de pression de notre peuple par ses dirigeants. Et ce sont nos dirigeants maintenant, eux, qui sont oppressés aussi par d'autres. Et donc, nos dirigeants vivent le racisme quand ils arrivent, par exemple, dans des pays occidentaux où ils sont mal accueillis, mal reçus. Eux, parfois, ils ne sont même pas accueillis. Donc, déjà, si nos propres dirigeants eux-mêmes, au niveau où ils sont rendus, à un niveau hiérarchique élevé, ils ne sont pas respectés, imaginez les petits peuples que nous sommes. Donc, nous devons comprendre ce contexte de l'Afrique qui ne manifeste pas. Et autre chose, c'est que je voulais ajouter, si tu me le permets, c'est que dans les manifestations qui ont eu lieu en Occident ici, moi j'ai pris part à cette manifestation qui s'est faite ici au Canada. Oui. Il y avait plus de jeunes, il y avait beaucoup de jeunesse. La jeunesse était très, très, très représentative de cette marche. Et la jeunesse blanche a été vraiment active dans cette marche. Dans mes lives sur Facebook, on a vu. Donc, pour dire que cette jeunesse blanche ne veut pas de racisme. Donc, c'était un message très important et très, très positif. Et maintenant, pour la jeunesse africaine, je pense que la jeunesse africaine a aussi à apprendre de ce défi. La jeunesse africaine ne doit pas seulement se dire je ne manifeste pas. La jeunesse africaine doit réfléchir sur des formes de pression, de nouvelles formes de pression à utiliser pour contraindre nos dirigeants à ne plus dépendre On va revenir là-dessus, ça sera pour notre conclusion, hein. On avance justement. Félix, est-ce que tu souhaites réagir par rapport à ça très rapidement pour qu'on passe aux autres questions des auditeurs? Il y en a plein. Je vais essayer vraiment de toutes vous les poser. Pourquoi, selon toi, l'Afrique n'a pas réagi, n'a pas manifesté, ne s'est pas levée, n'a pas revendiqué? Pour deux raisons principales. La première, effectivement, je me disais que Abel l'a peut-être oublié, mais à la fin, il a se levé. C'est que les pouvoirs africains sont grosso modo des pouvoirs paranoïaques. Et que quand effectivement il y a une manifestation, ils voient tout de suite effectivement le risque, disons, pour leur propre pouvoir. Donc, c'est pas facile de manifester en Afrique comme on le fait ici. Et que s'il y a une manifestation, ce qu'auraient eu les pouvoirs en place, ce qu'ils auraient eu en tête, c'est d'abord et avant tout, disons, la défense de leur pouvoir et non la question essentielle qui mobilisait les jeunes gens. Donc, ça, c'est important à le dire. Bon, je voudrais quand même nuancer ce que vient de dire Mir en ce qui concerne les dirigeants africains, ceux qui seraient mal reçus. C'est pas tout à fait vrai. Hein? C'est une façon de montrer le lien qu'il y a entre, effectivement, disons, la situation des personnes et, je vais dire, disons, la question du racisme. Qu'est-ce que je vais dire par là? On a souvent dit que, oui, en ce qui concerne, par exemple, disons, la circulation, disons, entre l'Afrique et l'Occident, les biens passent, mais les personnes ne passent pas. Non, disons, les dirigeants africains, grosso modo, sont essentiellement, je vais dire, disons, bien reçus par les pouvoirs africains. Mais ce n'est pas le cas pour les citoyens africains. Donc, en général, ils sont plutôt bien reçus parce qu'effectivement, ils savent ce qu'ils représentent. Mais c'est au niveau, disons, des citoyens qu'il y a problème, au niveau des Africains. Donc là, c'est une petite nuance à apporter. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord, très bien. On va continuer dans les questions de nos auditeurs. Il y a Monsieur Mirai William qui pose la question suivante. Pour vous, le combat Floyd et Adama Traoré, est-ce que c'est le même combat? Abel? Je dirais oui et non, sans faire du Emmanuel Macron. George Floyd, on sait qu'il y a un contexte. Déjà, on va dire le point commun. Le point commun, oui, ce sont des bavures policières, en tout cas des bavures policières donc avérées pour George Floyd et présumées pour Adama Traoré, même si j'ai ma conviction sur la question et que je soutiens Assa Traoré dans sa démarche, mais je suis obligé de faire preuve de mesure pour respecter la justice de la France. Voilà. Maintenant, il est vrai que vous avez deux contextes différents et j'ai presque envie de dire que chaque pays, malheureusement, a son histoire avec le racisme, en fait. C'est-à-dire que la situation des Noirs aux États-Unis, il y a encore quelques dizaines d'années à peine, c'était vraiment délicat. C'était vraiment délicat dans les années 30, 40, 50, 60, c'était vraiment pas évident.
tandis qu'en France, le rapport avec l'immigration ne s'est pas fait de la même manière, même s'il a amené à beaucoup d'injustices envers les Français d'origine étrangère, mais en même temps beaucoup d'incompréhension avec les Français dits de souche. Mais ça, c'est de la faute du politique. Et la problématique, c'est que c'est la population qui se bouffe entre elles au milieu. Donc, je dirais que sur la base de la question des dérives de certains policiers, oui, mais comme je disais tout à l'heure, faut que ces sujets soient un tremplin pour aborder la problématique des injustices globales au sein de la société, qu'elle soit américaine ou française. Très, très bien. On va poursuivre, hein. Donc, on revient sur notre thématique parce que beaucoup de gens viennent de se connecter, je vois. Donc, la thématique du jour, c'est les dangers de la haine raciale. Nous sommes en train, ensemble, d'essayer vraiment de trouver des solutions pour essayer de mieux se comprendre, pour essayer de mieux fonctionner ensemble. Sur la première partie de l'émission, nos intervenants nous ont fait une lecture, voilà, leur définition à eux, une lecture historique du racisme. Nous ont apporté des témoignages et nous sommes en train de poursuivre donc sur les faits d'actualité aujourd'hui, George Floyd, Adama Traoré et il y en a eu tant d'autres aussi de bavures. Voilà, les gens continuent à me poser des questions. Je vais essayer d'en citer certaines. Donc, on revient sur le sujet des policiers. Alors, c'est mieux que flics, ne sont pas tous racistes, car il y en a beaucoup qui font leur travail de bon cœur. C'est comme dans tous les métiers, les pourris existent. Voilà ce qu'un intervenant vient de nous écrire. Pour poursuivre dans cette thématique, voilà, on va commencer à penser aussi au futur. Je vais laisser aussi la parole à Monsieur Félix, hein, comme je l'ai dit en introduction, il est voilà, modérateur aussi dans cette émission. Par rapport à tout ce qui s'est dit depuis le début de l'émission, Félix, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aussi aux questions et aux analyses de nos auditeurs et de notre panel sur le plateau? Bon, grosso modo, l'on constatera que on convient d'une chose, d'une part de l'existence du racisme et d'autre part du fait qu'il n'y a pas du racisme d'État, qu'il y a une condamnation, disons, quand effectivement les faits, disons, de racisme sont avérés. J'ai souligné un aspect, disons, au départ, qu'il est important quand même à noter, c'est qu'il faut que les Africains noirs, les Africains, disons, les Français d'origine africaine, ou alors les Noirs en Occident, se préparent, se blindent un peu. Ils ne doivent pas, disons, même si c'est difficile, hein, je comprends que quand c'est nous-mêmes, par exemple, les personnes, disons, d'un certain âge, bon, à peu près on s'en passe, bon, on est beaucoup plus touché quand c'est les enfants. Mais il faut bien se dire que nous n'arriverons pas à une situation où on effacera cela, ça existera. Mais je suis sûr, et on a parlé, par exemple, effectivement, disons, des jeunes, hein, c'est Mille qui en a parlé, des jeunes, disons, blancs, noirs qui ont manifesté, et très nombreux. Ça montre quand même, disons, une prise de conscience ou un côté, effectivement, disons, évolutif de la situation. C'est-à-dire que les préjugés, les idées reçues sont un peu plus poussées au niveau des anciennes générations et que les nouvelles générations ne sont pas, effectivement, imbibées des mêmes choses. C'est très important à souligner. Mais ce qui serait beaucoup plus important, on en a parlé un peu en off, disons, Huguette, puisque nous allons vers la fin, c'est de voir, bon, qu'est-ce qu'il faut pour l'avenir, quelles sont les propositions. Je pense que ça, c'est important et chacun a sa petite idée et peut-être le temps qu'on y arrive. Voilà. C'est une très, très bonne question que je vais retourner auprès des auditeurs. Quelles sont, tu peux nous rappeler la question comme tu l'as formulée? Quelles sont les projections, quelles sont les propositions que peut penser, disons, le commun, disons, l'Africain lambda de l'avenir? Qu'est-ce qu'il faut pour que, effectivement, progressivement, on arrive à atténuer, disons, le racisme et ses effets? Parce que je pense que c'est ce qui nous arrange tous. C'est ce qu'a dit, effectivement, au départ. J'ai peur pour les enfants et elle a raison. Donc, je pense que c'est une question importante que chacun, effectivement, disons, de là où il est, puisse effectivement, disons, donner son apport. J'ai ma petite idée, je la dirai, je l'exprimerai le moment venu. Voilà. Exactement, en conclusion. Je vais donner la parole à Miv et je donne aussi aux auditeurs la possibilité de répondre à cette question que moi j'abrège. Comment pouvons-nous améliorer les choses? Comment pouvons-nous mieux vivre ensemble? Est-ce que les médias peuvent apporter quelque chose? C'est un exemple. Voilà.
Apportez-nous vos idées qu'on va toutes lire ce soir. L'émission est en train de progresser, chuter à sa fin, donc je vous invite vraiment à réagir maintenant en live. Miv, comment pouvons-nous mieux fonctionner, mieux vivre ensemble? Bon, ton micro était éteint. La première, c'est que la police a à voir dans ce combat. La police a à voir énormément dans ce combat. La police, tout ce qu'on lui demande, c'est d'être une police équitable, juste pour tout le monde. Une police qui ne soit pas une police qui punit sévèrement quand il s'agit d'un noir ou d'un immigrant et qui est plus ou moins, comment dire, plus ou moins tolérante quand il s'agit d'une autre race, parce que ce sont des choses qu'on constate au quotidien. Cette fermeté, cette rigueur, on la ressent davantage quand il s'agit de l'immigrant, surtout du noir, et quand il s'agit de l'autre. Donc, on demande simplement à la police de rester équitable. Deuxième chose, c'est que lorsque je parle de nos dirigeants qui ne sont pas bien accueillis en Occident, nous le constatons, il y a des présidents qui arrivent aux États-Unis qui ne sont pas reçus. J'ai du mal à le comprendre. Alors qu'on peut recevoir nos matières premières, on reçoit tout. Il n'y a pas de protocole établi pour recevoir nos dirigeants. C'est un manque de respect à nos dirigeants et du coup, c'est un manque de respect également aux ressortissants de ces pays-là. Ces protocoles-là doivent être réexaminés et doivent être recorriger pour redorer l'image du noir. C'est très important pour nous de savoir qu'un de nos présidents arrive aux États-Unis, par exemple, et qu'il est reçu à part égale, traité d'égal à égal avec son homologue, plutôt que d'être reçu par un premier ministre ou un ministre de l'économie ou un ceci, je ne sais pas. Pour moi, c'est un signe qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'égalité entre les deux dirigeants. C'est le contraire, on ne le voit pas en Afrique. Deuxième chose, troisièmement, quand j'arrive à mes propositions, moi je dis sur le plan individuel, par exemple, le succès est une meilleure revanche. Le succès est la meilleure revanche. Le succès est la meilleure vengeance. Je pense que l'homme noir est condamné à l'excellence. Pour le moment, nous n'avons pas de choix que d'exceller. Dans tous les domaines où nous nous trouvons, sur le plan individuel, nous n'avons pas de choix que d'exceller. Le temps que la société fasse son chemin pour comprendre qui nous sommes, le temps que la société fasse son chemin pour nous intégrer ou pour changer ses institutions, l'homme noir est appelé partout où il est à exceller. C'est très demandant, c'est très difficile, mais ça forge notre propre personnalité, ça nous donne la rigueur dans tout ce que nous faisons nous-mêmes et ça nous permet d'être libre et tranquille tout en sachant que notre travail, nous le faisons correctement, d'autant plus que l'œil sur nous est posé en permanence. Moi, je pense que de cette manière, on se fait respecter, comme on respecte nos footballeurs, comme on respecte nos basketteurs, nos stars qui ont beaucoup d'argent, parce qu'ils ont excellé, parce qu'ils ont travaillé dur. Deuxième proposition, c'est que nous ne devons pas nous laisser prendre par l'estime de soi qui s'affaiblit. Parce qu'à force de marteler sur nous, à force de nous refuser, par exemple, dans des entrevues, dans des embauches, ça baisse l'estime de soi. Ça a des conséquences néfastes sur notre personnalité. Donc, la meilleure manière, c'est de croire en nous-mêmes, c'est de travailler fort pour que nous soyons capables de démontrer aux yeux du monde que nous ne sommes pas toujours le reflet de ce qu'on veut nous faire croire. Nous ne sommes pas nuls, nous sommes importants. Ma dernière proposition, c'est la fierté collective dont je parlais. C'est des réalisations collectives. Puisque nous ne sommes pas en mesure de devenir riches individuellement, devenons-le ensemble. Nulle part on parle de front, nulle part on parle de création, nulle part on parle de développement économique. En fait, nulle part on en parle, alors que ce sont des réalisations collectives qui vont nous donner la fierté collective. Plus nous sommes nombreux à bâtir, plus nous avons la force. Imagine, Huguette, si tu as 10 000 Africains abonnés à ta page Facebook, compte un peu l'effet de ta page si aujourd'hui on décide de boycotter un magasin, si on décide de boycotter une station de service auto, si on décide, pourquoi? Parce que nous on va jouer sur la force du nombre. Imagine quelque part si nous décidons de dire 10 000 Africains ne vont plus fréquenter telle banque. Imagine l'impact que ça peut avoir sur nous. Rien qu'à penser à ces éléments-là, nous allons développer
des réalisations collectives. Ok. Donc, en matière d'argent, bâtissons nos fonds. Là où nous sommes, bâtissons nos fonds d'investissement Super. et devenons riches, mais non pas seuls, ensemble. Rappelons-nous, Saddam, rappelons-nous le président qui a été tué en Libye, il s'appelle encore Kadhafi. Kadhafi est venu avec cette idée de l'Union africaine. Si Kadhafi a été éliminé, c'est parce que Kadhafi s'est présenté seul. Kadhafi n'a pas manqué d'argent, il avait de l'argent. Kadhafi, s'il y avait 10 000 personnes autour de Kadhafi dans ce projet, on ne serait pas capable d'éliminer Kadhafi. Merci. Et Thomas Sankara l'avait dit, si je me présente seul au Conseil de sécurité avec mes idées, je vais être tué. Mais si nous sommes ensemble, nous ne ferons rien. Au prochain, à la réunion du Conseil de sécurité qui a suivi, Sankara n'était plus présent parce qu'il s'est présenté seul avec ses idées. Quand l'Afrique va comprendre la force du nombre, je pense que ça va être le début de solution de nos problèmes d'Afrique. Pour chuter. Merci, Miv. Je dois donner aussi le temps de parole aux autres. Je vais ajouter juste un dernier élément, je m'excuse. Le temps de parole est écoulé, Miv. Si tu pourras réagir tout à l'heure dans ta conclusion, parce qu'il faut que je répartisse le temps de parole pour tout le monde. Je te prie vraiment de respecter cela comme on s'est dit en off. Abel, j'ai besoin aussi de ton retour parce que le temps est imparti. Alors, je vais essayer de répondre très rapidement et moi, plus d'ordre idéologique, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites sur le terrain et il faut que ça continue en réalité. Première chose, souvent on confond effet de communauté et communautarisme. L'effet de communauté, c'est un phénomène naturel. Il est tout à fait normal que des personnes puissent se retrouver en fonction de leur ressemblance, de leur passion commune, de leur foi commune par moment ou autre. Ce n'est pas un problème. Le communautarisme, lui, est dangereux parce qu'il fait que des personnes se marginalisent d'une société, ce qui n'est pas le cas de la communauté. Et souvent, nous voyons qu'en France, il y a une confusion. Donc, que des Noirs veuillent se rapprocher, que des Blancs veuillent se rapprocher, en réalité, c'est pas le problème, tant que les personnes continuent de rester soumises au socle du modèle républicain français et que, bien sûr, les personnes interagissent les unes avec les autres. Deuxième chose d'ordre idéologique pour que ça puisse avancer, ça fait 40 ans qu'on nous parle de cette expression du vivre ensemble. Alors, je vais être peut-être assez cru. Pour moi, c'est un artifice intellectuel. Je m'explique. Vivre, c'est l'expression la plus essentielle qui soit. Mais à partir du moment où elle se décline au gré des expériences et interprétations personnelles, elle peut devenir la plus confuse qui soit. Et en réalité, nous vivons déjà ensemble. Mais la question, est-ce que nous nous aimons? Est-ce que nous vivons bien? Qu'est-ce que nous faisons de concret ensemble pour lutter contre les injustices? Et c'est pour ça que dans un de mes anciens ouvrages, je dis qu'il est important de passer du stade du vivre ensemble au stade du faire ensemble, qui lui implique des actes concrets. Qu'est-ce que je fais avec Huguette? Qu'est-ce que je ne fais pas avec Huguette? Qu'est-ce que je fais avec Félix? Qu'est-ce que je ne fais pas avec Félix? Qu'est-ce que je fais avec Miv? Qu'est-ce que je ne fais pas avec Miv? Passons du vivre ensemble au faire ensemble. Arrêtons de parler et mettons-nous en action dans un combat d'unité nationale. Waouh! Merci beaucoup pour ce message de construction, ce message pour pouvoir construire sur la durée, construire dans l'avenir. On doit aussi permettre aux auditeurs de réagir avant que je puisse donner la parole à Félix. Je vois plein de réactions, donc d'autres que je n'ai pas pu lire. Délicia Souka, merci pour cet honneur que tu nous fais ce soir. L'union fait la force, c'est un dicton qui a fait ses preuves. Merci beaucoup, Délicia. Quand il y aura une vraie indépendance, peut-être que ça ira mieux, car les pays africains évoluent encore sous la domination et l'influence coloniale. Je vois que Félix réagit activement à cette réflexion. William qui nous dit avoir une indépendance totale de nos pays africains. Qu'est-ce que je vois encore? Quel est le poids de la complicité locale, monarque et chef des tribus dans la traite négrière? Waouh! Il y a pas mal de questions, mais répondre là avec les quelques minutes qui nous restent. William qui propose de supprimer le franc CFA. On a plein d'informations, mais j'ai aimé toutes vos interventions et je retiens vraiment qu'il ne faut pas vivre uniquement
voilà, entre nous, mais qu'il faut essayer de savoir vraiment mieux faire ensemble. C'est un mot que j'ai trouvé très puissant dans toutes ces réactions. Je vais donner la parole à Félix. Je sens que ça le démange de réagir aussi, d'apporter sa réponse pour cette construction. Félix, tu as la parole. Merci, Huguette. Bon, je suis content qu'effectivement, dans les réactions, aussi bien de Mive que celles, disons, d'Abel, on ait retrouvé également, disons, la même tonalité auprès des auditeurs. Au début, je disais que le racisme naît, le concept de racisme, même si c'est la théorie, naît d'abord à l'intérieur, disons, d'une même race. C'est ce que dit, disons, Pascal Blanchard. C'est d'abord, disons, aux gens de même couleur qu'il y a ce problème-là. Et ça indique quoi? Des inégalités, des classes ou des castes. Et donc, on remarque qu'on peut faire cette lecture du racisme de façon micro et de façon macro. De façon micro, c'est-à-dire à titre individuel dans les personnes, mais également dans les questions d'État. Bon, donc, à titre individuel, je reviens sur ce que j'ai déjà dit. À titre individuel, les Noirs dans des pays occidentaux ont un effort personnel à faire qui consiste à se blinder, à se préparer à cela de telle sorte que à chaque réaction négative, ce ne soit pas effectivement, disons, la morosité, que ce ne soit pas, disons, la faiblesse. Il y a toujours, je me permets l'expression, petit imbécile pour venir en quelque sorte, disons, se défouler sur toi parce qu'il a des problèmes personnels. Voilà, des gens qui sont animés par des démons et qui veulent se défouler sur quelqu'un. Il y en aura toujours. Et si chaque fois qu'il y a une réaction d'un individu, disons, pour effectivement, disons, nous rabaisser et céder, c'est un problème. Donc, il y a un effort individuel. Il y a également, disons, l'usage au plan, effectivement, des relations avec les institutions, de dire que, ben oui, quand on dit qu'il n'y a pas, disons, de racisme d'État, c'est vrai, puisqu'effectivement, dans le fait, ben, si le fait est établi, effectivement, vous pouvez saisir les institutions et elles réagiront. Et si elles ne réagissent pas, effectivement, il y a d'autres possibilités de recours. Bon, maintenant, ben, je ne m'appesantis pas sur ces petites, sur ce que j'appelle donc le racisme micro, c'est-à-dire le racisme au niveau des individus. Il y a le racisme à un autre niveau, qui est celui des États. Une fois de plus, disons, je me permets à dire, Mive, que laissons les chefs d'États africains de façon générale se battre eux-mêmes, parce que, grosso modo, c'est là qu'est le problème. Si nos États sont puissants, je veux parler des États africains, si les États africains sont bien gérés, si effectivement, disons, ils faisaient leur travail comme on s'y attend, c'est pas cette situation-là que les Noirs, disons, d'Afrique vivraient en Occident. Disons d'abord, grosso modo, qu'ils viennent en Occident de façon générale parce que, ben, il fait mal vivre chez eux. Donc, c'est là qu'il faut effectivement appuyer. C'est pour ça qu'effectivement, je secouais mon doigt pour dire, voilà là où effectivement il faut appuyer. Il faut que les États africains s'améliorent. Il faut que les États africains sachent que, les dirigeants africains sachent que leur rôle, c'est d'améliorer la situation de leurs concitoyens. Or, l'on constate que la situation ne fait que se détériorer. Et je suis sûr que si nos États étaient respectables, si nos dirigeants étaient dignes, l'Africain gagnerait sa dignité. Beaucoup hésiteraient à venir ici parce qu'il n'y aurait pas de raison, effectivement, de venir. Je veux dire, les Occidentaux également auraient une image différente, disons, de l'Africain. Vous voyez? Donc, je pense que c'est là le point important. Je me permets de dire, disons, à cette occasion, ce que j'ai dit au président des SOS Racisme, disons, de mon département, quand effectivement nous discutions de ces choses-là. Je lui disais ceci, et il avait trouvé que c'était pertinent. Je lui disais, c'est pas que, disons, les jeunes Africains soient destinés à venir aussi. En principe, s'il y avait une possibilité de venir et de repartir, la grande majorité, c'est ce qu'ils feraient. Ils viendraient en France, ils viendraient, disons, dans d'autres capitales occidentales, et puis ils repartiraient. C'est parce que les conditions, disons, d'accès à l'Occident sont le plus souvent difficiles que quand ils viennent, ils ont tendance à ne pas repartir. Et pourquoi il y a ces difficultés d'accès? Mais parce qu'il n'y a pas le respect de l'Africain, pas des dirigeants. Je fais la différence. Quand un dirigeant africain veut venir en Afrique, en général, ça se fait en quelques secondes. Sauf quand, effectivement, on vient de débarquer. Donc, le problème, c'est essentiellement au niveau, disons, des Africains. Et là, il y a une grosse responsabilité de nos dirigeants. Ce sont globalement nos dirigeants qui sont à l'origine des problèmes que nous venons de décrire, qui font que l'Africain à l'étranger ne soit pas crédible, ne soit pas respecté et vive ces misères-là. Et très honnêtement, je dirais que
je serai le dernier à me plaindre de leur sort, d'après ce que dit Mive, parce que je pense que il leur appartient, disons, de tirer les conséquences de ce que vivent effectivement leurs compatriotes ailleurs. J'en ai terminé, ma chère Huguette, et je te remercie vraiment de m'avoir donné cette occasion, et par ricochet, à Jean qui a effectivement établi le rapport. Merci pour cette mise en relation. Je vois que à la fin, là, justement, par rapport à ce que Miv a dit, par rapport à ce que Abel a dit, toutes vos interventions, là, je vois vraiment les gens qui sont en train de vraiment alerter aussi en disant que pour qu'on puisse se faire respecter, il faut aussi que nous aussi, ben, on se donne ces moyens parce que je vois que l'Africain ne s'aime pas entre eux, ne se soutient pas. Je vois pas mal des, je sais pas si vous avez vu les messages concernant l'Africain lui-même déjà qui ne s'unit pas. Comment va-t-il être une force à l'extérieur si lui-même, en fait, ne montre pas cette unité, ne montre pas voilà, cette solidarité. Donc, ce sera peut-être un débat que nous aurons autre. Si vous-même, vous souhaitez venir en parler sur le plateau, je pense que je lancerai une thématique dans ce sens, tout ce qui concerne la solidarité, le soutien entre Africains. Ce sera vraiment un autre sujet. Voilà, moi, je vais vous laisser, au-delà de tout ce que vous nous avez dit là, pouvoir nous dire si vous avez pu exprimer tout ce que vous avez voulu. Pour Abel, c'était la première fois qu'il nous faisait l'honneur d'être sur notre plateau. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, à compléter pour cette thématique qui était ce soir les dangers de la haine raciale? Si tu me permets, je vais anticiper et faire ma conclusion de suite parce que, Vas-y, premièrement, vas-y, c'est le moment de la conclusion. Bah oui, je te remercie pour cette invitation. Je te remercie du coup par l'intervention, par le biais de ton émission, en quelque sorte de m'avoir présenté à Miv et à Félix, qui sont des personnes très enrichissantes, et je suis content d'avoir une nouvelle sœur et un nouveau frère, si vous me permettez l'expression. Je t'encourage à continuer. Je remercie la police nationale aussi d'avoir donné un mot, et ça sera d'ailleurs le premier point de ma conclusion. Premièrement, je vais parler au niveau de la situation française. Oui. Les fractures sont telles que pendant des décennies, lorsqu'on habite dans un quartier prioritaire, des fois, vous pouvez avoir cette fausse impression que la majorité des Français blancs seraient racistes ou auraient des relents racistes. Et je tiens à le dire parce que tu sais, quand on fait ce type d'émission, tu sais quand même, Huguette, on est là, 4 noirs à l'écran. Est-ce que c'est quelque chose de communautaire? Non, on est vraiment dans l'universalité. Je peux vous dire que même s'il y a des injustices qui sont malheureuses et qui ont broyé, qui continuent de broyer beaucoup de destinées, les Blancs sont minoritaires à être racistes. Et souvent, on a mis dans le même lot celui qui était vraiment raciste, donc qui avait ce sentiment de haine et de condescendance, avec celui qui ne se sentait pas concerné dans le fait de s'engager dans la lutte contre le racisme, mais pas du fait qu'il était raciste, mais parce que lui-même, il a ses problèmes, il sait pas comment il va finir la fin du mois, il sait pas, voilà, tous les blancs ne roulent pas sur l'or, voilà. La société française est une société où c'est une minorité qui détient les capitaux et que la majorité de la population vraiment galère, que vous soyez blanc, noir, arabe ou asiatique. C'est important de le rappeler. Deuxièmement, pour aller toujours très vite, il est important de rappeler que même pendant la période de la colonisation de la traite négrière, il faut arrêter de croire que tous les Blancs étaient en train d'applaudir. Non. Vous avez même un think tank très important qui a été créé à l'époque qui s'appelait la Société des Amis des Noirs, sur lesquels Victor Schellcher s'est beaucoup, je vais pas dire qu'il a volé leurs travaux, parce que je pense que ça fera l'objet d'une autre émission, mais il s'est beaucoup inspiré pour pouvoir arriver au décret de l'abolition de l'esclavage, parce que Victor Schellcher n'est pas l'artisan de l'abolition de l'esclavage en réalité. Vous avez beaucoup de personnes. Vous avez des personnes comme Lafayette qui se sont battues. Vous avez Clavière. Souvent, quand on dit Clavière, c'est des noms de stations de métro ou de places. Clavière, c'est quelqu'un qui est mort pour avoir milité contre la traite négrière, qui a été mis en prison par Robespierre. Vous avez une femme, Olympe de Gouges, en plus, c'est bien parce que c'est une femme la première à mettre en scène une pièce de théâtre qui dénonçait la traite négrière. Donc, c'est un débat qui a déchiré la société française et il ne faut pas croire que le paysan qui était au fin fond de Poitou-Charentes, il avait Internet pour même comprendre exactement l'ampleur de l'horreur qui se tramait. Ça, c'est très important. Et pour finir, je finirai par le slogan de mon association, tous uniques, tous unis. Nous sommes tous uniques parce que nous avons tous un parcours de vie avec des victoires, des défaites, des joies, des peines, mais nous sommes tous rêveurs envers un avenir meilleur et nous sommes tous unis parce que au-delà de nos couleurs de peau, au-delà de nos phénotypes, nous sommes tous frères et sœurs en humanité.
Merci encore, Huguette, pour cette émission. Merci beaucoup, Abel, pour ton intervention qui a été... Mettez des cœurs, des likes, des j'aime. J'ai vu beaucoup de gens te féliciter, te remercier. Si vous avez aimé vraiment l'intervention de Monsieur Abel, il a un emploi du temps très chargé. J'appelle ça un emploi du temps de ministre. Mais voilà, il nous a vraiment libéré du temps pour pouvoir vraiment vous apporter des réponses. C'est vrai qu'en 1h30, on ne peut pas tout se dire, mais j'ose croire que le message est passé. Merci Abel. Merci. Je vais donner maintenant la parole à Mive. Mive, alors je sais que toi aussi tu as beaucoup de choses à dire, Mive. Pour les personnes voilà, qui nous rejoignent, quel est ton message de conclusion par rapport à cette thématique que tu pourrais nous donner ce soir? Message, je l'ai dit, je ne peux que te remercier pour l'invitation. Aussi, ça a été encore plaisir pour moi d'avoir connu Abel et Félix. C'est vraiment un grand honneur. Merci beaucoup. Je vais juste faire une recommandation à nos frères et sœurs africains. Ce n'est pas mauvais que nous puissions nous organiser. Ce n'est pas mauvais que nous puissions nous structurer. Toutes les communautés le font. Alors, ça ne paraîtra pas mauvais si c'est nous qui le faisons. Et je pense que, comme Abel l'a dit tout à l'heure, arrêtons les mots, passons aux actes. Si l'Afrique aujourd'hui ne saisit pas cette opportunité de passer aux actes, nous reviendrons sur ta plateforme au bout de 5 ans et nous n'aurons aucune réalisation collective. Ça devait nous tenir à cœur. Sinon, nous resterons avec le blabla, comme nous savons très bien le faire en Afrique, avec nos diplômes, avec nos connaissances qui restent des lettres mortes, tant que nous n'allons pas passer aux actes. Et les actes, entre autres, c'est de bâtir nos entreprises, de bâtir nos banques, c'est de bâtir nos caisses populaires, c'est de bâtir notre fonds qui vont répondre aux préoccupations de l'Afrique pour que nous choisissions nous-mêmes nos dirigeants qui vont nous donner la fierté de ce que nous voulons devenir. Cela n'est pas le travail seulement de nos dirigeants. C'est nous qui devons choisir nos dirigeants. C'est nous qui choisissons nos représentants. Donc, c'est à nous de dire, je choisis Huguette pour qu'elle soit ministre de la Culture. Je choisis Abel pour qu'il soit ministre de ceci. Et si nous voulons que ça arrive au bout de 5 ans, c'est aujourd'hui que nous devons le bâtir. Comme nous sommes des communautés pauvres, avec notre argent à nous, petite monnaie que nous mettons ensemble, nous sommes capables d'acquérir cette fierté collective. Merci beaucoup, vraiment. Merci, Mive, pour cette force que tu donnes à la communauté, voilà, noire ou toutes les communautés, hein, qu'elles soient asiatiques, qu'elles soient blanches. Abel l'avait soulevé tout à l'heure. Voilà, là, c'est vrai que sur le panel virtuel, il n'y a que les personnes de couleur black. Mais j'ai ouvert mon appel à témoignage, j'ai contacté la communauté musulmane, j'ai contacté la communauté asiatique, j'ai contacté la communauté blanche aussi. Je n'ai pas eu de retour, mais j'ose croire qu'il y aura certainement une deuxième émission sur laquelle il y aura un panel beaucoup plus diversifié. Félix, voilà, ça y est, l'émission touche à sa fin. Tu as le mot de conclusion avant que je puisse moi aussi libérer ma dernière phrase et puis libérer après nos auditeurs et nos auditrices. Quel est ton message de la fin? Est-ce que l'émission tout d'abord t'a plu? L'émission m'a beaucoup plu, Huguette, et tu t'en doutes. Voilà. L'émission m'a beaucoup plu et je pense que en toute chose, c'est d'abord et avant tout la parole, même si parfois ça peut paraître un peu théorique. Se parler, dire, exprimer ce que l'on veut, c'est un point de départ. Donc ça, on le fait, je suis sûr que d'autres le font également dans d'autres circonstances. Bon, donc après tout ce qu'on a dit ici, bon, je pense que ce que, disons, Mive a dit, ce que Abel a dit, c'est des conclusions. Donc, j'ai presque tendance à dire que je n'ai pratiquement plus grand-chose à ajouter que le fait qu'il faut que les Africains noirs se blindent. Il faut qu'ils, disons, sachent ce contre quoi, disons, ils vont se retrouver demain. On dit souvent, disons, un homme averti en vaut plusieurs. Donc, une façon de dire que, de savoir que les enfants, nous-mêmes, certains peuvent se heurter à certaines choses, c'est une façon de se préparer à cela,
aussi bien mentalement que matériellement. Il y a quelque chose qu'il faut dire dans ce que effectivement Miv a dit à un moment. Elle a expliqué que oui, c'est le succès qui doit sauver effectivement, disons, l'Africain. Mais c'est important et c'est classé ainsi depuis très longtemps. Disons, les stars, disons, black, disons, en Occident le savent. Mais ils parlent aussi. Moi, j'ai suivi plusieurs fois Noah dire, par exemple, qu'il fallait qu'il travaille 3 fois, 4 fois plus que les autres pour qu'effectivement ils puissent. J'ai entendu d'autres dire également, donc je pense que ça devrait être, disons, arrêté. Et c'est également l'éducation à donner aux enfants. Les enfants doivent savoir que à eux, il faudra qu'ils fournissent un peu plus d'efforts. Voilà. Donc, la grande différenciation, la grande discrimination raciale, je le répète et c'est ma conviction, c'est l'inégalité, disons, matérielle. C'est l'inégalité, disons, dans ce que, effectivement, disons, un individu représente. Et, croyez-moi, et Abel l'a dit, il y a également des Blancs qui se retrouvent dans la même situation parce que, voilà, j'hésite un peu à utiliser cette expression, mais je l'ai dit quand même, il y en a qui ne valent rien. Bon, voilà, c'est l'expression de quelqu'un qui l'a dit, une forte personnalité ici. Et donc, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, ils se retrouvent à peu près dans la même case. Donc, voilà la grande discrimination. C'est celle du départ qui est à l'origine de la naissance de race et c'est celle-là qui a été transposée sur la peau. Mais la grande différence reste celle, effectivement, de la discrimination, disons de la discrimination matérielle. Voilà. J'en ai terminé, ma chère Huguette, et une fois de plus, merci. Merci. Moi, en conclusion, vous avez déjà tout dit. Je voudrais juste rappeler que cette émission est née suite à cette pandémie, ce fléau, le Covid-19, où beaucoup malheureusement nous ont quittés. Aujourd'hui, cette crise sanitaire a été très dévastatrice. Elle a laissé beaucoup de traces et elle va continuer malheureusement à laisser encore beaucoup de traces. Donc moi, ce que je voudrais dire à toutes et à tous, c'est serrons-nous les coudes parce qu'il y aura beaucoup de personnes lésées avec le chômage qui va passer par là, qui a même déjà malheureusement commencé, avec des combats de survie et essayons d'être unis, essayons vraiment d'être soudés, peu importe les origines, peu importe, voilà, essayons de faire la différence, d'être beaucoup plus intelligents que tout ce qui est en train de se passer, même la police nationale, puisque c'est eux ils m'ont contacté personnellement, donc j'ose croire qu'ils vont suivre l'émission. Essayez vraiment de former vos équipes, toutes ces personnes méchantes, brutales, orgueilleuses, toutes ces personnes qui mettent beaucoup d'ego lorsqu'ils ont les armes sur eux, de vraiment essayer de les mettre de côté parce que c'est pas ça mettre l'ordre, c'est pas dans la terreur, c'est pas dans la dictature. Et nous aussi, d'essayer vraiment de savoir concilier, de vivre les uns avec les autres. Vraiment, j'invite tous ceux et celles qui n'ont pas vu l'émission à revoir parce que les interventions de tous les personnes sur le plateau, mes experts, ont été vraiment très intéressantes. Je vous remercie, vous aussi, chers auditeurs, auditrices, d'avoir été si nombreux et nombreuses à suivre cette émission, à intervenir, réagir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, à partir de 21h30, pour une nouvelle thématique avec des nouveaux intervenants. Et vraiment, je vous remercie, cher panel de ce soir, pour vos interventions. Un grand merci à toutes et à tous.